Et nous sommes avec Gilbert Achcar, professeur en études du développement et relations internationales à l'école des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Gilbert Achcar, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Les États-Unis affirment que le Bonsoir, pouvoir madame. iranien se fait complètement anéantir. C'est ce qu'a dit tout à l'heure la Maison-Blanche. Mais est-ce que toutes ces frappes, sans troupes au sol, vont suffire à faire tomber le régime iranien ? Je ne crois pas que ce que cherche Washington, c'est faire tomber le régime iranien, mais le faire plier, le faire capituler politiquement, le forcer à collaborer avec les États-Unis, accepter les desiderata de Washington, oui. Et de ce point de vue-là, bon, la pression militaire est très forte, les capacités de résistance et de riposte de l'Iran semblent s'amenuiser. Donc tout va dépendre de ce qui va se passer à l'intérieur du régime iranien aujourd'hui. Gilbert Achcar, vous restez avec nous. On va partir tout de suite à Téhéran, retrouver notre correspondant pour faire un point sur les frappes de la journée, les frappes qui ont lieu en ce moment encore. Siavosh, bonsoir. Vous êtes dans la capitale iranienne. Israël annonce lancer une nouvelle vague de frappes sur Téhéran. Absolument, il y a des frappes dans la partie de l'ouest de la capitale, dans les quartiers vraiment à l'ouest, très loin de chez moi, une vingtaine de kilomètres, plusieurs frappes dans ces quartiers, donc à la périphérie de la capitale iranienne. Ensuite, il y a des frappes également dans la ville voisine, Islamshar, qui est collée à Téhéran. D'autres frappes ont également eu lieu contre une base militaire autour de la ville de Qom, qui est située à 100 kilomètres dans le sud de Téhéran, de même que des frappes sur d'autres villes de province dans la partie occidentale du pays, comme les villes de Bandar Abbas ou Kermanshah, qui ont été donc frappées de nouveau, ou encore Tabriz dans le nord-ouest. Donc les frappes continuent, mais le centre de Téhéran qui a été lourdement frappé hier, avec beaucoup de victimes civiles, pour l'instant n'a pas été donc bombardé ou touché de nouveau. Ce sont ce matin plutôt des zones périphériques de Téhéran, là où il y a des installations militaires, des bases des gardiens de la Révolution ou encore des bases de l'armée ou de la milice islamique qui ont été touchées et frappées très lourdement. Par exemple, dans le quartier de la Visane qui se trouve à l'est de la capitale, il y a eu une quarantaine de détonations en moins de 5 minutes. Donc, une attaque très, très importante contre les installations militaires de Téhéran. Voilà, énormément de frappes, Gilbert Achcar, vient de nous dire Siavosh Ghazi depuis Téhéran, des frappes qui s'intensifient depuis samedi. Donald Trump, vous nous avez dit, ne cherche pas vraiment à faire tomber le régime iranien, mais il table, est-ce qu'il ne table pas sur un retournement plutôt d'une partie de l'appareil iranien? Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas si c'est réaliste, mais une chose est certaine, c'est que il y a une grande différence entre ce que fait aujourd'hui Washington en Iran et ce qui a été fait il y a quelques semaines au Venezuela. Au Venezuela, ils avaient tout préparé, ils avaient les contacts qu'il fallait au sein de l'appareil, au sein du régime, et tout s'est passé comme vous avez pu le voir. Eh bien, en Iran, ce n'est pas du tout la même configuration. Et c'est un peu, si vous voulez me permettre une expression un peu prosaïque, mais c'est un peu au petit bonheur la chance que ça se passe, hein. C'est-à-dire que le Washington a lancé cette très forte offensive en décapitant le régime, en espérant que ce martèlement militaire va changer l'équilibre des forces au sein de l'appareil du régime iranien et permettre à ceux que l'on considère comme modérés eh bien, de prendre le dessus, d'ouvrir une nouvelle page avec Washington, d'accepter les desiderata de Washington et d'entamer une ouverture économique et politique envers les États-Unis. Donc c'est le calcul qu'ils font, mais ils n'ont aucune certitude. C'est pour ça qu'ils agissent un peu, comme je vous l'ai dit, un peu, comment dire, à tâtons dans tout cela, et ils donnent cette impression de bafouement et de manque de stratégie claire.
Donald Trump, d'ailleurs, qui tout à l'heure a dit réfléchir au rôle des États-Unis en Iran après la guerre. Siavosh Ghazi, il y a de nombreuses figures du régime qui ont été tuées depuis samedi. D'ailleurs, les obsèques de l'ayatollah Khamenei, elles ont été reportées. Elles étaient initialement prévues ce soir. Les États-Unis qui affirment que Mojtaba Khamenei, le fils du guide suprême, pourrait lui succéder. Alors, bon, tout d'abord pour les cérémonies qui étaient prévues ce soir, en fait, c'était des cérémonies de deuil qui étaient prévues pendant trois nuits de suite avant les funérailles nationales qui devaient être organisées à Téhéran. Et ensuite, l'enterrement dans la ville sainte de Mashhad, dans le nord-est du pays. Quant à la succession de l'ayatollah Khamenei, pour l'instant, il y a une procédure qui est engagée selon un responsable de l'Assemblée des experts. La commission qui est chargée de choisir les personnes, de désigner en fait les différents candidats potentiels, a fini son travail et donc il y a plusieurs noms sur la table et donc parmi lesquels les membres de l'Assemblée doivent choisir une personne. Pour l'instant, ce choix n'a pas été fait et donc dans les prochains jours, on va connaître la personne qui sera qui va succéder à l'ayatollah Khamenei. Ce qu'on sait ici à Téhéran, c'est que depuis plusieurs années, l'ayatollah Khamenei qui avait donc mis en place cette commission pour choisir les différents candidats potentiels, avait affirmé qu'il n'était pas question, qu'il était hostile à ce que son fils soit choisi pour lui succéder. Donc, la question aujourd'hui est de savoir si cette volonté-là va être respectée par les membres de l'Assemblée des experts, ou bien finalement ils vont choisir ce Mojtaba Khamenei pour succéder à son père, ce qui semble un peu dangereux parce qu'il y a beaucoup de sensibilité dans la société, parce que alors à ce moment-là on va penser qu'il y a un système monarchique qui se met en place et donc ça peut provoquer des réactions au sein de la société. Gilbert Achcar, finalement, est-ce que ce ne sont pas les Iraniens, le peuple iranien, qui a la solution après cette guerre? Est-ce qu'on peut imaginer la population ressortir dans la rue malgré, on se souvient de la répression qu'il y a eu, répression sanglante au mois de janvier? Bon, j'aurais souhaité que la population iranienne puisse changer les choses, mais malheureusement, elle a affaire à un appareil répressif très violent qui n'hésite pas à tuer des milliers de personnes, comme on l'a vu récemment. Et ce n'est pas sous les bombes vraiment que les gens peuvent agir. En tout état de cause, il est, il n'est pas possible de renverser ce régime de manière pacifique. Il ne cédera pas la place de manière pacifique. Il s'arc-boutera jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis misent plutôt sur un changement au sein du régime et non pas un changement de régime. Hein. Et Donald Trump l'a dit encore hier en présence du chancelier allemand, hein, il a dit sa préférence pour un changement de l'intérieur du régime. Il a été très clair, en même temps en expliquant que le fils du Shah, à son avis, n'avait pas les moyens de gouverner. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que ce qui va compter, ce qui va déterminer ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est ce dont votre correspondant vient de parler, c'est-à-dire ce qui est finalement décidé au niveau de la structure du pouvoir, et selon s'il s'agit d'un dur ou d'un modéré, de quelqu'un qui continue sur la position ferme qui a été celle de l'Iran jusqu'à maintenant, ou quelqu'un qui accepte de transiger avec les États-Unis, qui accepte les conditions des États-Unis, un peu comme ça s'est passé au Venezuela après l'enlèvement de Nicolas Maduro. En tout cas, Siavosh Ghazi, l'Iran riposte, hein. Depuis samedi, l'Iran qui a mené des frappes au Kurdistan irakien ce mercredi.
Oui, ça fait partie de la stratégie iranienne. Des frappes ont été menées contre des bases de groupes kurdes armés d'opposition, donc qui sont installés au Kurdistan irakien depuis de nombreuses années, donc qui ont des armes, des entraînements armés. Et donc il y a eu aujourd'hui encore une frappe au missile, 3 missiles qui ont frappé une de ces bases. Il y avait hier déjà 15 drones qui avaient frappé une autre base d'un autre groupe. Kurdes armés. Ça fait partie de la stratégie de l'Iran aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on répond, on riposte à tous les ennemis dans la région. On frappe Israël, mais aussi on frappe les bases américaines dans la région, ainsi que des opposants intérieurs qui ont des bases à la frontière et qui mènent des incursions régulièrement ou des actions armées régulièrement. Donc, ça fait partie de la stratégie de Téhéran de riposter pour montrer qu'il n'a pas été affaibli par la perte du guide suprême iranien et qu'il va aller jusqu'au bout, comme cela a été dit encore aujourd'hui par Ali Larijani, qui a affirmé que Donald Trump payera un prix fort pour avoir assassiné le guide suprême iranien samedi dernier. Et Gilbert Achcar, Donald Trump, il dément ce soir cette information, mais il y a eu plusieurs informations émanant de la presse américaine, notamment de CNN, selon lesquelles la CIA commencerait justement à armer les Kurdes en Irak et en Iran. L'objectif, ce serait de déclencher une révolte populaire pour aider à un renversement du régime. Oui, ben je crois tout à fait au démenti de Donald Trump. Je ne crois pas que ça soit vrai. J'ai vu les rapports de presse, notamment de l'agence Reuters, qui étaient très hypothétiques, hein. Et de fait, si il y a une partie dans cette guerre qui aurait intérêt à agir de cette façon, c'est plutôt le côté israélien. Israël souhaite, il faut le dire clairement, Israël serait très, très, comment dire, favorablement pour un démantèlement de l'État iranien, un éclatement de cet État dont près de la moitié de la population est formée de minorités ethniques. Et ce n'est pas la position des États-Unis, ce n'est certainement pas la position des États du Golfe, et c'est encore moins la position, dès que vous parlez de Kurdistan, de l'allié des États-Unis, membre de l'OTAN, qu'est la Turquie. Donc, je crois que ce n'est pas du sérieux, hein. Du point de vue des États-Unis, ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Ils ne s'engageront pas sur une telle voie dont ils savent qu'elle est rejetée par tous leurs alliés régionaux. Merci beaucoup Gilbert Achcar, professeur en études du développement et relations internationales à l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Merci également à vous, Siavosh Ghazi.